Salut à tous les amoureux du fluff, on est parti pour un petit retour aux sources avec enfin un petit peu de fluff. Donc moi j'attendais en fait d'avoir du fluff un petit peu nouveau, et là c'est vrai qu'avec l'éveil psychique on nous promet quelque chose du niveau de Gathering Storm, vraiment un changement très présent dans Warhammer 40 000. Donc là on a le premier bouquin, alors il est assez petit, il est plus petit que ce qu'il y avait dans Gathering Storm, donc on va voir si la promesse est tenue pour l'instant ou pas. Alors là on a un livre très sombre, hein, vous voyez, même la beauté Eldari en prend un petit coup quand même, je trouve, avec le masque de Jenzar. Mais voilà, c'est la fin des temps, plus ou moins. C'est l'approche du jour du jugement dernier pour les Eldar, le Rana Dandra. Donc effectivement, ça peut être un petit peu plus obscur. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Donc là, c'est un tout petit texte en fait qui vous présente que le moment de la chute était un moment vraiment horrible pour les Eldar, mais que le pire reste à venir. Donc ce livre, bien sûr, il n'est pas basé que sur le fluff, hein. Vous avez aussi, et c'est pour ça que vous allez l'acheter, vous avez aussi beaucoup d'éléments pour jouer les Eldar, c'est-à-dire des mises au point sur les Craftworld, les Drukhari et surtout les Inari. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. Moi, je vais me concentrer sur le fluff parce que c'est la partie qui va m'intéresser dans cette vidéo. Alors, vous refait un petit bilan sur ce qui s'est passé, bien sûr. Donc la cicatrice Maledictum, donc ça, c'est tel que la nomme en fait l'humanité. Après, vous allez voir pour les Eldari, ça va être un petit peu différent. Et donc, ce livre, vraiment, il vous dit qu'on va regarder les choses à la façon du peuple Eldar. Je veux dire Eldar parce que j'ai tellement l'habitude de dire Eldar, peut-être, m'en veuillez pas. Plus Eldar, c'est ma première armée, c'est par ça que j'ai commencé à jouer à Warhammer 40 000. Je les ai joués pendant très longtemps, donc bien évidemment, les habitudes ont la vie dure. Alors, là, petite prononciation, le Dacedian. Moi je le prononce comme ça. À vous de me dire si vous avez une proposition officielle pour cette chose-là. Donc là, le Dacedian, c'est la cicatrice Maledictum nommée par le peuple Eldari. Donc on vous explique que bien sûr, aucun peuple ne peut échapper à cette balafre dans la réalité, et que d'autant plus les Eldari qui eux sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est psychique que n'importe quelle autre faction de l'univers de Warhammer 40 000, et de ce fait, eux devraient être justement les plus atteints par les troubles en fait créés par le Dacedian. Maintenant que vous savez que chez les Eldari, il y a ce qui s'appelle la voix, et la voix en fait c'est ce qui va guider toute leur vie. C'est-à-dire que à un moment donné, ils choisissent une voie et ils vont en fait se concentrer, mais à 100% sur cet aspect de leur vie. Donc ça peut être guerrier, ça peut être artistique, ça peut être politique, et en fait c'est une barrière qu'ils se mettent eux-mêmes pour guider en fait leur esprit et pour endiguer en fait le flot de leurs sentiments. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, la civilisation Eldar s'est laissée aller et est partie dans les pires dépravations de par tout ce qu'ils pouvaient faire en fait. Et c'est ce qui a créé justement Slaanesh, et c'est ce qui a aussi formé l'œil de la terreur, qui plus tard est devenu l'origine aussi sans doute du Dacedian et de la cicatrice Maledictum. C'est assez dur à dire, hein, Dacedian ou Dazedian. Ils auraient pu choisir quand même un nom plus simple à prononcer. Alors, et donc de ce fait, la civilisation Eldari a pris plusieurs choix, enfin a pris plusieurs voies. Donc il y a eu la voie des vaisseaux mondes, des Craftworld. Donc ça c'est tous ceux qui sont le plus répandus en fait. Donc vous avez des Eldar qui sont partis dans des vaisseaux mondes, des grands vaisseaux spatiaux qui sont devenus en fait des petits continents, et puis dans lequel ils suivent en fait la voie. Donc ils choisissent une voie, ce que je vous expliquais, et puis après ils vont rester dessus. Et une fois qu'ils pensent arriver au bout et avoir complètement maîtriser cet aspect de leur vie, du coup ils choisissent une autre voie. Voilà. Ou alors au contraire, ils restent prisonniers à jamais de cette voie-là. C'est ce qui va faire par exemple les Exarques. Hein, quand vous êtes une Banshee, ça veut dire que par exemple vous avez choisi la voie de la Banshee, donc vous allez faire de votre mieux et vous allez être concentré à 100% pour être le meilleur combattant possible dans cette voie-là, mais il y a un petit cran au-dessus, et le petit cran au-dessus, c'est Exarque. Voilà. Exarque, ça veut dire prisonnier d'une voie qui a été choisie. Alors, les Eldar des vaisseaux mondes, on va les nommer les Azuriani. Voilà. À l'inverse, il y a les Drukhari, qui eux étaient les Eldar noirs, pour ceux qui sont un peu plus anciens dans le hobby. Et en fait, eux, ils ont accepté cette dépravation et se sont dit, on va aller encore plus loin. Et donc, du coup, ils vivent tous dans une cité qui s'appelle Comorak,
Komora, qui est une sorte d'endroit perdu un petit peu au milieu de la toile. On ne sait pas trop exactement où c'est, ni dans l'espace réel, ni dans l'espace du Warp, mais c'est quelque part par là. Et donc eux, en fait, leur but, c'est de torturer, de faire souffrir en fait les autres, parce que de la souffrance, ils tirent en fait leur pouvoir et ils prolongent comme ça en fait leur vie. Voilà. Parce que le problème en fait, c'est que avant que Slaanesh ne naisse et soit créé justement par la déprédation du peuple Eldari, et bien du coup les âmes des Eldar étaient immortelles, c'est-à-dire qu'à leur mort, et bien tout simplement ils prenaient en fait un cycle de réincarnation et revenaient justement à la vie pour continuer ainsi. Le problème, c'est qu'avec maintenant Slaanesh, qui se fait appeler l'assoiffé, lui va aspirer toutes les âmes des Eldar parce que c'est les plus goûteuses à son goût, et du coup voilà, dès qu'un Eldar va décéder, et bien son âme va être aspirée justement par Slaanesh. Alors pour se protéger de ça, tout ce qui est Asuryani, en fait, ils ont inventé le système des pierres-esprits. Petites pierres-esprits que vous voyez là. En fait, le principe, c'est que une fois qu'un Eldari va mourir, et bien du coup, son âme va être emprisonnée dans la pierre-esprit. Et après, de la pierre-esprit va être transmis au circuit d'infinité. Donc, faut imaginer que c'est une sorte de conscience globale qui est sur le Craftworld. Et puis, il va rejoindre en fait l'ensemble de ses aïeuls et puis partager comme ça une vie de non-vie en fait entre la mort et la vie, mais toujours en étant conscient en fait, voilà. Et troisième possibilité aussi, enfin il y en a même 4 techniquement, troisième possibilité, vous pouvez être aussi un arlequin. Donc les arlequins, eux, c'est ceux qui vivent directement en fait dans la toile, donc qui vont de vaisseau monde en vaisseau monde, qui vont aller aussi à Komorak, et qui eux en fait ont un but de... Alors, à la fois de divertissement, mais aussi en fait de propagation de la sagesse du passé. C'est-à-dire que, en fait, c'est une troupe de théâtre, un peu comme un cirque itinérant, qui va justement aller dans certains endroits et qui va reprendre toutes les traditions Eldar pour justement que la tradition ne se perde pas et que, eh bien, du coup, les Eldari ne recommettent pas en fait la même erreur. Voilà. Et la quatrième faction, dont on parle un tout petit peu ici, mais qui ne va pas avoir de règles, qui n'a pas encore été traitée, mais où certains ont déjà fait des conversions, hein, j'en ai déjà vu pas mal, c'est les Exodites. Les Exodites, c'est les premiers Eldar à avoir senti que la civilisation partait un petit peu en cacahuète, et du coup ils sont partis en exode justement sur des mondes très lointains et ont renié un petit peu toutes les dépravations, et puis on va dire que c'est un petit peu les paysans, hein, c'est les gros clichés, mais c'est ça, et donc du coup ils vivent avec des gros lézards. Si vous aimez les Dinos Riders, du coup vous êtes bien, puis si vous aimez les conversions, voilà, vous prenez des dinosaures, vous mettez un petit peu de technologie dessus, puis vous avez des exodites. Voilà. Donc les exodites, hein, sont encore présents dans le fluff, et là vont plus ou moins intervenir. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit peu le point. Et donc l'idée c'était que on pouvait se dire que les Eldari en fait étaient les plus sensibles et donc du coup allaient être les plus affaiblis par l'apparition de la cicatrice Melegithum. Mais en fait, de par leur entraînement spirituel, et bien du coup les Asuryani, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les Craftworld, eux ont toujours fait en sorte de baliser leurs pensées, leurs sentiments et de canaliser en fait leur volonté. Ce qui fait qu'ils ont toujours été préparés en fait à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup ils vont avoir en fait des bénéfices même avec l'apparition de la cicatrice Melegithum. En fait, l'idée c'est que les grands prophètes pensent en fait que le flot de warp qui jaillit comme ça dans l'univers matériel renforce complètement tout ce qui est pouvoir psychique. Et comme la civilisation Eldar est de base sensible au psychique, et bien du coup en fait tous les individus vont être un petit peu uppés par cette cicatrice, et donc de ce fait deviennent plus forts, deviennent meilleurs, et même ceux qui sont complètement guerriers vont gagner quand même en fait de nouvelles compétences et puis trouver un subtil équilibre et devenir comme ça un petit peu meilleur. C'est un petit peu aussi l'idée de la renaissance qu'on va trouver dans ce livre-là. Alors dans cette partie-là, l'ancien et le nouveau, justement, je vous en ai déjà parlé, en fait, c'est les différentes voies qu'ont suivi le peuple, enfin les façons dont se sont divisés en fait les peuples Eldari, et donc du coup on a les Drukhari, les Asuryani, les Exodites, et puis les Arlequins. Et en fait, le système aussi, c'est qu'il y a plusieurs courants de pensée. Donc,
il y a un courant de pensée qui se répand de plus en plus et qui fait penser que la destinée en fait du peuple Eldari dans sa globalité, c'est de rejoindre en fait le circuit d'infinité de tous les vaisseaux mondes. Donc c'est en fait que tous les Eldar décèdent et de ce fait, leur conscience toute mise ensemble créerait une entité gel statique, une conscience gel statique qui permettrait justement de créer un nouveau dieu qui serait capable de lutter contre Slaanesh et qui serait capable de le détruire, tout simplement. Alors, bien sûr, là, on est vraiment dans la mythologie du phénix, hein, c'est-à-dire qu'il faut mourir pour pouvoir revenir à la vie plus fort. Après, il y a maintenant, depuis les Inari, donc les Inari qui est encore une sous-faction, enfin, sous-faction, on ne peut pas parler forcément de sous-faction, mais qui est encore un autre courant de pensée. Les Inari, en fait, c'est ceux qui pensent qu'il y a une autre voie cachée, et cette voie cachée, c'est simplement utiliser l'esprit des morts et intégrer directement, un petit peu comme si votre corps était lui-même une pierre-esprit, intégrer directement l'âme des défunts, et puis les préserver en fait de l'assoiffé, les préserver aussi des pierres-esprits, au final, plus ou moins. Là, c'est un petit peu flou, parce que, et à la fois, ils utilisent les pierres-esprits, et à la fois, justement, ça, c'est une autre façon, justement, d'utiliser l'âme des défunts. Et bien sûr, la grande prêtresse des Inari, c'est bien sûr Yvraine. Donc, Yvraine qui s'est fait plus ou moins posséder par la puissance du nouveau dieu. Donc, le nouveau dieu, c'est Inid. Inid qui est le dieu de la mort des Eldar, en fait, voilà. Et donc, l'idée, c'est simplement essayer, là aussi, de faire plus ou moins décéder. Alors, les deux philosophies, là, sont assez proches. C'est au final essayer de faire décéder l'ensemble du peuple Eldar pour le faire renaître, soit à travers un nouveau dieu, soit à travers Inid. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est pas la même chose, en fait. C'est deux voies assez différentes, parce qu'il y a le côté, on passe dans le circuit d'infinité des vaisseaux mondes, et il y a le côté, on passe par Yvraine et par Inid, qui est le dieu de la mort, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose de très explicite avant, voilà. Donc là, voilà, c'est ce qu'on vous dit un petit peu ici, c'est que Yvraine, en fait, elle a une personnalité extrêmement multiple, parce qu'elle a en elle, en fait, toutes les âmes des Eldari qui sont morts, justement, à côté d'elle, que ce soit Drukhari, Azuriani, ou même Exodite, ou peu importe. Donc, du coup, elle a ce côté un petit peu âme changeante. Et une autre façon, justement, dont se nomment les adeptes d'Yvraine, ce sont les exhumés. Voilà. Donc ça, c'est un terme qu'on va retrouver un petit peu de temps en temps. Donc, on retrouve, bien sûr, comme à l'habitude, une carte de la galaxie, avec toujours bien sûr la cicatrice maledictum, le segmentum solar, et puis les différents craftworn, voilà, qui sont plus ou moins proches. Vous voyez que ça se rapproche beaucoup en fait de Terra. On sent que ça se resserre plus ou moins, parce que toute cette partie-là, le segmentum obscurus qui est ici, et bien voilà, il y a juste alors lequel c'est en plus, je ne sais même pas. On va le retrouver, craftworn Mimeara, ouais. Donc voilà, alors là au niveau du fluff, on vous présente quelques vaisseaux mondes comme ça qui ont été développés comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, hop, vous pouvez lire si vous voulez. Alors le chasseur déchaîné, en fait, là c'est le point de vue de Slaanesh lui-même. Donc bien sûr, Slaanesh a connaissance de l'existence de Inid et sent que ça peut être vraiment une menace. Donc là c'est clairement dit, Slaanesh sait que du coup si tous les Eldari venaient à donner leur âme à Inid, et ben du coup le pouvoir du prince des plaisirs serait brisé. Et donc pour lui c'est une menace assez sérieuse, hein, qui prend vraiment au sérieux. Et donc bien sûr au-delà de ça, il y a aussi sa passion en fait pour les âmes, et bien sûr Yvraine et l'incarne en fait sont des réceptacles pour une quantité énorme d'âmes Eldar, ce qui fait que bien sûr s'ils réussissaient à s'approprier leur âme, en fait ce serait vraiment le jackpot, puisque ce serait le coffre-fort aux âmes Eldari. Donc du coup bien sûr Slaanesh va s'intéresser beaucoup à Yvraine, et parce qu'elle représente une menace, et aussi parce que ce serait la magnifique petite friandise dont Slaanesh aurait besoin. Alors pour ce faire, au lieu d'intervenir lui-même, bien sûr, il va intervenir par le biais de, comment il s'appelle, Shalaxi Hellbane, qui est un prince démon doué en fait dans l'assassinat, et dont il s'est fait la spécialité. Alors comme les démons sont androgynes, hein, on va dire il ou elle, on va dire elle s'est fait la spécialité. Et donc, petite chose qu'on apprend, c'est que c'est un prince démon qui avait été banni par les Grey Knights juste il y a 666 années.
années, et du coup il peut revenir, ou elle peut revenir justement dans le monde matériel, et va s'attaquer justement à Ivren. Les choses sont bien faites, mais ça veut aussi dire que c'est un démon qui peut être banni. Voilà, ça c'est un petit élément qu'il faudra retenir pour la suite. Et donc, première chose, première attaque, Elben arrive, elle attaque par surprise toutes les forces en fait des Inari qui sont... Alors les Inari c'est aussi un peuple nomade en fait, parce que étant donné qu'ils n'ont pas de planète à eux, et qui sont eux-mêmes constitués d'éléments de Craftworld, d'éléments d'Arlequin un petit peu, d'éléments de Drukhari, et bien de ce fait en fait ils sont un peu le bienvenu nulle part, parce qu'ils sèment plutôt la discorde. Ça c'est un élément qui est assez intéressant, parce que en fait elle vient prêcher la bonne parole, mais automatiquement elle vient aussi créer la discorde, parce que dans les vaisseaux mondes, on sait bien qu'à partir du moment où Ivren va arriver, et bien du coup il y a des Eldar qui vont vouloir la suivre, et puis d'autres qui vont penser qu'au contraire elle est un agent du mal, et que c'était pas la bonne chose à faire, donc elle va créer des dissensions, et comme le peuple Eldar est vraiment au bord de l'effondrement, bah, automatiquement, rajouter comme ça en plus une cause de dissension, c'est encore une mauvaise chose pour ce peuple. Bien sûr, Ivren, elle de son côté, pense que c'est la seule et unique voie possible pour sauver justement tout son peuple. Alors, donc du coup, petite attaque éclair, je vous passe un petit peu le détail, mais voilà, il n'y avait pas de possibilité de s'échapper, mais heureusement, les Banshee se déchaînent et puis créent un petit couloir de retraite, et puis la mort en fait de tous ces Eldar justement contre le prince démon, eh bien viennent nourrir directement Ivren et l'Incarne, et le Visarque aussi, etc. Et qui du coup gagnent une vitesse surnaturelle qui leur permet in extremis de s'échapper. Voilà. Donc petite mise en bouche, on sent que le démon Chalaxis Elben, ça va donner du fil à retordre, mais bon voilà, in extremis, voilà, Ivren réussit à s'échapper grâce au sacrifice, encore une fois, de nombreux Eldar. Avec le nombre de sacrifices Eldar qu'il y a, je pense que la civilisation Eldar, elle est vraiment sur le point de s'éteindre. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on va faire un petit peu le point sur les différents Craftworld et puis voir un petit peu où ils en sont en fait à l'heure actuelle. Donc Seman en fait, eux, c'est un peuple assez belliqueux qui est déjà naturellement en train de se chamailler pour savoir quelle est la bonne chose à faire, et puis qui en fait un petit peu à sa tête en fait il y a des maisonnées en fait dans Seman, et chaque chef de clan va avoir le dessus par rapport au conseil des pressions qu'il peut y avoir dans chaque vaisseau monde, et puis du coup, bah voilà, chacun un petit peu sa politique, ils en font un petit peu qu'à leur tête. Et donc bien sûr, avec l'arrivée d'Ivren, qui elle rajoute encore un petit peu de dissension, et bien du coup ça rajoute en fait à l'instabilité politique, on va dire, qu'il y a sur Seman. Donc après, on n'en sait pas beaucoup plus, parce que alors qu'ils étaient en pourparlers et qu'ils trouvaient plus ou moins un terrain d'entente, eh bien il y a des Drukhari qui sont arrivés pour essayer d'assassiner Ivren, et puis du coup elle s'est enfuie encore une fois par la petite porte de derrière, la petite trappe de souris, et puis voilà, ça continue à se battre sur Seman, mais on n'en sait pas beaucoup plus, donc pas vraiment beaucoup d'informations. Alors, à l'époque, ça va être plus intéressant, parce que à l'époque, en fait, eux ont des visions, et pensent que la plus grande menace, c'était pas le chaos, c'est pas la cicatrice malédictum, mais c'est les nécrontyres, donc les nécrons tout simplement, et en fait eux ils pensent que cette menace est bien plus présente et bien plus menaçante que l'hypothétique essor de Slaanesh, etc. Donc du coup ils refusent en fait d'aider Ivren, ils refusent de lui donner en fait de leur prêter un petit peu la main forte, mais au contraire ils vont s'engager dans la lutte contre les Nécrons, et ils vont s'attaquer à la dynastie Irek, et puis ils vont quasiment détruire. Alors après il y a toujours un petit peu ce côté-là, ils vont frapper très fort cette dynastie et quasiment l'annihiler, mais ce faisant ils découvrirent qu'ils n'avaient fait qu'égratigner la surface d'une menace encore plus terrible. Suspense, on n'en finit jamais. Donc voilà, et au final, ben voilà, les gens d'Aletok vont se battre de plus en plus contre les Nécrons qui s'éveillent au fur et à mesure dans la galaxie. Voilà. Donc c'est pas mal, parce que ça vous rappelle aussi à l'ordre sur, bon certes il y a le chaos, c'est une grosse menace, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres prétendants. Il y a bien sûr les tyrannides, les Nécrons. Alors pour les Eldar, les Nécrons c'est vraiment une menace encore plus prégnante, parce qu'ils justement ils se sont battus à l'époque avant l'essor de l'humanité contre le Nécrontyre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les remet comme ça un petit peu aussi sur le devant de la scène, et je trouve ça pas mal d'essayer de redézoomer un petit peu et de dire ouais, ok d'accord, le chaos, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres menaces. Voilà. Ensuite Biel-Tan, alors Biel-Tan c'est assez intéressant parce que c'est le vaisseau monde qui a le plus souffert en fait avec les batailles justement menées dans Gathering Storm, étant donné que de la moelle spectrale a été extrait une épée qui a permis de créer l'Incarne.
Et ce faisant, ça a fragilisé l'endosquelette de moelle spectrale, donc c'est-à-dire l'ossature vraiment du vaisseau monde qui s'est fractionné et qui dorénavant s'apparente plus à une sorte de flottille plutôt qu'à vraiment un vaisseau monde, alors qu'avant il avait la taille d'une petite lune. Donc voilà. Et puis l'idée aussi, c'est que Biel-Tan a un petit peu souffert en fait parce que c'était les fiers combattants, ceux qui étaient vraiment les plus enclins à reconstruire en fait l'empire Eldar tel qu'il avait été à l'époque. Et bien du coup, en fait, il défendait absolument toutes les planètes exodites pour justement leur permettre. Parce qu'en fait, les gens de Biel-Tan pensent que la civilisation Eldar va renaître de par les exodites et qu'il faut absolument préserver ces mondes et les mondes vierges. En fait, les mondes vierges, c'est des mondes qui ont été terraformés ou eldarisés pour justement créer des planètes aptes à accueillir justement la civilisation Eldar par la suite, mais c'est des mondes qui bien sûr se sont fait un petit peu phagocyter par les tyrannides, les orques et puis toutes les autres espèces, l'humanité aussi bien sûr. Donc c'est pour ça que les Eldar de Biel-Tan sont très belliqueux parce que pour eux en fait ils ont créé des mondes et puis ces mondes en fait se font happer et puis d'autres viennent profiter en fait de leur effort. Voilà. Et ils ont vraiment un cœur de défendre tous les peuples exodites et justement là on vous parle en fait d'une bataille où ils viennent défendre en fait les exodites, voilà. Et au cours de cette bataille il y a la renaissance, mais le retour en fait de 3 seigneurs phénix, Baharroth, Fouegan et Karandras. Et en fait dans la mythologie Eldar, un petit peu comme avec le retour des Primarques, etc., le retour des seigneurs phénix annonce plus ou moins la fin des temps Eldar, donc c'est le Ranadandra, la guerre ultime, le dernier moment, cette bataille apocalyptique où tous les seigneurs phénix seraient réunis en fait les uns avec les autres. Et on sait qu'on a déjà vu Jenzar, on a déjà vu Fouegan, Baharroth, donc voilà, Fouegan et Karandras, voilà. Donc du coup ça en fait 4, donc là on sent qu'on approche un petit peu vraiment de la fin, donc pourquoi pas, là on va voir ce que ça va nous donner. Mais c'est aussi un petit pas en avant pour dire, vous voyez, tac, on se rapproche, l'heure avance, voilà. Bon, malgré tout, l'heure est toujours pas là et ça fait des années qu'on avance vers l'heure sans jamais, ouais, c'est un peu comme, attention, bientôt la fin, mais attention, bientôt, et puis au final, ça fait des éditions que ça avance pas. Mais bon, là, on nous a promis, on nous a dit, ça va avancer, donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, on a ces petits éléments de preuve. Je ménage le suspense, hein, vous voyez, j'essaye au fur et à mesure. Donc voilà. Après, pour finir là-dessus, donc bien sûr, il y a parmi en fait justement les exodites des jeunes qui ont envie de rejoindre en fait la lutte parce que du coup, ayant vu les seigneurs phénix se battre, se disent il faut qu'on rembourse de toute façon notre dette avec Biel-Tan. Et puis voilà, c'est la voie que j'ai envie de choisir. J'ai envie d'aller me battre aussi pour mon peuple. Voilà. Ce qui bien sûr ne plaît pas aux conservateurs que sont les rois exodites. Donc voilà. Mais par contre, Biel-Tan, du coup, de fait de cette belle victoire, retrouve un petit peu le cœur à l'ouvrage. Alors, Ulthué, c'est un des vaisseaux mondes les plus emblématiques, parce que c'est celui d'Eldrad Untran, qui est le plus grand prophète de Warhammer 40 000. Donc, ce qu'ils avaient décidé de faire, en fait, c'était d'aider justement Ivraine, parce que à la base, c'est justement Eldrad Untran qui a cherché à éveiller Inid. Donc là, on est complètement dans sa philosophie de pensée. Donc, bien sûr, il va aider Ivraine, et en fait, il va décider d'utiliser l'humanité comme bouclier par rapport au chaos, étant donné que bien sûr tous les primarques sont issus tous les primarques démoniaques sont issus de l'humanité. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'humanité contre le chaos, et de ce fait ils ont permis avec Inid de réveiller Roboute Guilliman et de le faire revenir à la vie. Là on parle vraiment de une sorte de résurrection, vraiment utiliser le pouvoir d'Inid, dieu des morts, pour refaire venir à la vie Roboute Guilliman, et pas simplement en fait empêcher que le poison le tue. Voilà. Donc après on revient sur des événements qu'on avait déjà vus, à savoir que quand les Eldar ne peuvent pas, les Eldar d'Ulthué ne peuvent pas subtilement interférer et aiguiller en fait les choses, tout simplement ils arrivent et puis font un petit peu quelques dommages, ils tuent 2-3 personnes clés et puis voilà, après les gens sont remplacés, les places fortes sont rebâties et puis du coup ça fait leurs affaires. Voilà.
Alors là, on va s'attacher un petit peu plus, justement, après les Craftworld, à Comorac, donc c'est-à-dire les Drukhari. Donc bien sûr, la cité en fait de Comorac a vraiment souffert de la naissance de Enid, en fait, de Yvraine, enfin de la transformation en fait d'Yvraine, parce que c'est au sein de ces arènes justement qu'Yvraine a acquis en fait la puissance de Enid, et ça a créé une sorte de faille warp plus ou moins prononcée qui a englouti une partie de la cité. Et bien sûr, des démons sont arrivés, etc. Donc ça a créé beaucoup de bazar. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les Drukhari, eux, en fait, certains des Drukhari ont vu une autre possibilité pour essayer d'échapper à Slaanesh, autrement que par la souffrance et autrement que par l'asservissement, etc. Et donc il y a eu une division en fait tout simplement au sein des Drukhari. Il y a ceux qui ont suivi Yvraine et ceux qui bien sûr sont restés fidèles à ce qu'ils étaient. Et bien sûr ça n'a pas plu à Vect, à Azrubal Vect qui est le haut dirigeant de Comorac, et du coup lui cherche vraiment déjà à se venger de la destruction d'une bonne partie de sa cité, et puis aussi à essayer d'étouffer en fait tout ce qui est mentalité Inari pour retrouver un semblant d'unité en fait au sein en fait des Drukhari. Donc c'est pour cela qu'il a orchestré plusieurs attaques, etc. Mais bien sûr ça échoue toujours de justesse. Il a fait même intervenir Drazar, le maître des larmes. Le maître des lames, et ce serait pas mal le maître des larmes, ça pourrait être sympa aussi, qui est un des meilleurs combattants Drukhari, extrêmement doué pour l'assassinat, et qui a failli de justesse trancher Yvraine, mais la lame a été parée par Jenzar au dernier moment, in extremis, avec un cheveu, alors qu'elle passait par là. Enfin, on a toujours après ce côté-là, j'avoue que c'est quelque chose qui est toujours un petit peu redondant. On est sur le point de succomber, c'est le dernier espoir, l'espoir se meurt, et puis pouf, il y a une lame qui apparaît pour parer le coup au dernier moment, etc. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment souvent, et qui, je pense, à force, est un petit peu lassant. Voilà, désolé, mais c'est vrai que moi j'ai ce côté un petit peu, j'ai l'impression qu'on a toujours la même ficelle, et qu'à chaque fois les gars ils veulent avancer, ils disent ah, attends, regarde, on est proche de la mort, mais oulala, non, attends, on n'y va pas encore. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie que ça avance. Voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus dans ces quelques pages qui restent? Et bien du coup, on va le voir dans les minutes qui suivent. Donc voilà, in extremis, bon après, Drazar était un peu plus fort que Jenzar, parce que Jenzar devait aussi contrôler en fait et diriger un peu le combat, s'occuper un petit peu des autres, alors que du coup Drazar lui s'occupait vraiment que du combat, mais bien sûr aidé de la puissance d'Yvraine, Jenzar a réussi à faire échapper in extremis ses amis. Voilà. Bon allez, on passe à autre chose. Alors Yanden, c'est un vaisseau monde qui lui est très attaché en fait à la mort, parce que en fait tout simplement c'est un vaisseau monde qui a subi des grosses attaques du chaos, des grosses attaques tyrannides, et que la plupart de sa population a été décimée, ce qui fait que maintenant ils font beaucoup appel en fait pour leur défense aux seigneurs fantômes, aux gardes fantômes, et c'est simplement en fait des pierres esprits qui sont mis à l'intérieur de constructs pour pouvoir justement en fait les défendre. Et l'idée c'est que quand Yvraine arrive, et du coup en fait elle n'est pas très bien accueillie, parce que Yanden a déjà sa propre façon de voir plus ou moins la mort, et donc du coup Enid c'est pas trop ça. Alors par contre ce qui se passe c'est que tac tac, tic tac comme par hasard, grosse attaque du chaos, le vaisseau monde va plus ou moins tomber, les forces du chaos sont trop fortes, et hop, l'arrivée justement d'Yvraine, qui va appeler en fait ses vieux amis les corsaires, et dans ses vieux amis vous avez le prince Syriel. Prince Syriel, bon je vais pas trop rentrer dans les détails, je vous invite à aller regarder, je dois avoir, si vous allez regarder le fleuve des vaisseaux monde, je dois en parler, parce que justement c'est un passage qui est assez important, et donc du coup le prince Syriel va aller se sacrifier pour arrêter le chaos et va décéder, mais Yvraine va réussir à le faire revenir à la vie, à le ressusciter. Et du coup, voyant cela, les grands prophètes d'Yanden se disent, alors attends, elle a le pouvoir quand même de ramener à la vie, elle a le pouvoir aussi d'unifier les factions Drukhari, Azuriani, et les Drukhari, eux, ont aussi la possibilité, alors là c'est assez étonnant, mais voilà, ont la possibilité de manipuler la chair morte pour la faire revenir à la vie. Ce qui veut dire qu'au final, on pourrait simplement décéder, alimenter Enid, Enid va vaincre Slaanesh, et du coup après, les Drukhari reconstruisent à partir de la mort les corps des
Eldar, et puis voilà, on a triomphé comme ça de Slaanesh, et puis on peut de nouveau repartir sur l'hégémonie Eldari. Donc c'est une théorie qui est assez intéressante, et alors on n'a pas le dénouement parce que bien sûr il reste encore quelques tomes, mais au sein de Yanden, et bien sûr il y a les partisans du pour et les partisans du contre qui vont s'affronter, et on ne sait pas, mais ce qu'on sait c'est que la planète Yat-Glas, théâtre d'une grande convergence de destin, approche à l'horizon. Voilà. Donc là, ce premier livre, hein, c'est vraiment ça, on vous met un petit peu tout en vue, en disant, bon, voilà, on met une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là, voilà comment ça pourrait se passer. Mais pour l'instant, vous voyez, on est déjà à 20 pages, on sent que ça toujours pas beaucoup avancé. Alors Rire face à la mort, là ça va bien sûr être la façon dont les choses vont être gérées en fait par les Arlequins. Donc les Arlequins, eux, en fait ils sont adeptes du dieu moqueur, donc Ségorach, et eux bien sûr c'est encore autre chose, donc ils sont et pour et contre. En fait, ils cherchent à sauver bien sûr leur peuple, mais parmi eux, certains peuvent quand même changer plus ou moins d'avis et se dire que pourquoi pas, il y a peut-être un espoir de lueur d'espoir justement du côté d'Yvraine, et donc du coup peuvent la suivre. Alors là, on dit ici que Yvraine en fait beaucoup de cauchemars, donc des prédictions hein, tout simplement, et puis elle se voit mourir tout simplement, sans doute assassinée par Elbane. Et en fait, elle sait que sa seule façon plus ou moins de s'en sortir, c'est de réussir à rallier en fait toutes les factions. Et là, elle va essayer de trouver en fait un soutien parmi les Arlequins, et en fait, elle a besoin d'un solitaire. Donc les solitaires, c'est un des meilleurs combattants des Eldari, qui est celui en fait qui dans la troupe va représenter en fait Slaanesh, et qui du coup va être un petit peu mis à l'écart de la troupe, mais qui a des talents martiaux incomparable. Voilà. Donc sa mission, ce qu'elle se donne comme quête, c'est d'essayer de retrouver justement un solitaire qui du coup se cache à travers la population, donc qui est très difficile à déceler, et puis ainsi essayer de former justement cette alliance entre les différents peuples Eldari. Alors par contre, dans ces passages-là, c'est là, à mon avis, on va avoir la clé de voûte de l'ensemble du livre et sur la suite de Psychic Awakening. Donc je vais vous le lire. Alors qu'Yvraine était plongé dans ses méditations sur le monde d'Iashi, le visage se présenta à elle en inclinant la tête et en appuyant le front contre le pommeau de l'épée de Cridaphone. Il évoqua deux êtres d'exception qui cherchaient audience auprès d'elle. L'un d'eux était un magnifique Eldari qui portait deux épées longues en travers du dos, et l'autre une humaine vêtue d'une armure énergétique noire qui contrastait avec le blanc éclatant de sa chevelure. Cette dernière était dotée d'une aura psychique si puissante qu'elle blessait l'esprit. Et là, je pense que ça fait plus ou moins référence à des personnages qu'on va justement voir venir, mais j'avoue que je vois pas à qui ça fait référence en fait. Donc on a vu, moi j'ai vu les quelques vidéos de Psychic Awakening où il y a justement en fait une inquisitrice, mais justement comme elle n'a pas de chevelure, au début je pensais que c'était l'inquisitrice, mais en fait non, parce que comme elle a le crâne rasé et que là on parle de sa chevelure, du coup ça veut dire que c'est pas elle. Donc voilà. Si vous avez des pistes, et bien du coup, je suis preneur. Mais on sent quoi qu'il arrive que ça va être vraiment le lien entre justement tout le cheminement d'Yvraine et puis l'Imperium. Et alors du coup, de cette rencontre naît un petit pacte où Yvraine accepte de venir aider du coup ces deux personnages, en échange de quoi, et bien du coup, il devrait leur fournir un solitaire. Voilà, tout simplement. Donc on arrive à la dernière page fluffique, les doubles pages fluffiques, parce qu'après du coup on va directement aller vers l'émission, donc voilà, grosse révélation, on va voir. Alors dans ces dernières pages, entre espoir et désespoir, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en fait Yvraine qui va arriver avec toute sa cohorte sur la planète de Yat-Glas, et dans ce monde paradisiaque du coup qui est entretenu en fait par les Exodites, et bien elle va leur demander tout simplement assistance. Malgré tout, les Exodites vont refuser de l'aider, mais disent qu'ils ne vont pas entraver en fait son action, parce que tout simplement son but c'est de livrer le combat contre Elbane, qui est justement venu là pour l'achever, et en fait
de fait qu'elle ait rêvé en fait depuis très longtemps ce moment-là, et bien du coup elle est plus ou moins préparée en fait. Donc elle a pu créer en fait des sortes de pièges justement pour contrer les attaques des démons. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que il y a toute une force Eldari qui va se rassembler, que ce soit des Drukhari, justement des Arlequins, des Emonkili, des Shadowseer, etc. Parce qu'en fait, soit ils ont été appelés par les émissaires d'Yvraine, et du coup sont venus, ou soit eux-mêmes en fait ont vu à travers leur vision qu'il y a à avoir une bataille décisive justement à cet endroit, et ont envoyé justement leur force pour essayer d'influencer le destin et de faire pencher la balance du côté des Eldari. Alors, au bout de la 6e heure du 6e jour de la 6e semaine, donc là ils ont eu le temps quand même de vivre, 6 semaines quand même, c'est un petit peu long, enfin c'est presque 7 semaines, c'est presque surnaturel en fait d'essayer de faire cohabiter, on s'en rend pas compte parce que là ils le mettent en mode c'est 666, le chiffre de Slaanesh, etc. Mais au final, ça veut quand même dire que pendant 7 semaines, ce qui est assez long, on a en fait tous les peuples, tous les représentants Eldar qui cohabitent ensemble en un même lieu, donc ce qui est plutôt je dirais presque une réussite déjà de la part d'Yvraine. Bon, après c'est pas celui du tout comme ça, mais c'est vrai que c'est déjà là. Alors ensuite, ce qu'on va avoir, c'est bien sûr le combat. Donc Elben avance, rôdant vers sa proie. Bien sûr, Yvraine a prévu en fait tout ça parce qu'elle a déjà rêvé des dizaines et des centaines de fois. Donc elle va réussir à contrer en fait toutes les attaques éclairs, mais bien évidemment, Elben se ressaisit et réussit quand même à approcher de sa cible. Et on arrive au moment final. Pendant ce temps, 5 champions se précipitent à l'assaut du démon. 5 âmes qui flamboyaient au milieu d'une fournaise vivante d'énergie noire. Donc on a Lilith Esperax, et oui, Lilith Esperax qui est venue aider justement Yvraine, sachant que, on s'en rappelle, mais c'est Lilith Esperax qui se battait contre Yvraine au moment où justement elle a connu l'ascension et la renaissance à travers Ynith, donc voilà. Ensuite, on a le Visarche, évidemment, on a Yvraine, on a, on n'a pas l'Incarne n'est pas encore là, étonnamment, mais on a Jenzar, et puis le Solitaire. Alors, le Solitaire n'est pas nommé, mais du coup, il y a quand même un Solitaire qui est là pour ce combat final. Donc, vous voyez qu'on est là, le combat commence, le combat qui suivit fut légendaire, Elben fut isolé de la horde démoniaque par des lignes de bataille, blablabla, on arrive là, l'issue du conflit sera déterminée par le duel entre Elben et les champions d'Yvraine. What's next? Mission. Et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé là, je me suis dit, ça y est, ils nous ont refait le coup. Au final, si on résume, qu'est-ce qui se passe? Yvraine tente de rallier un petit peu tout le monde depuis Gathering Storm, depuis qu'elle a réveillé Robout Glimad. Elle se sert en fait de l'humanité tout simplement comme d'un bouclier pour protéger le peuple Eldar. Très bien. Ensuite, elle va voir un petit peu tout le monde en demandant de l'aide, en demandant de se rassembler, en proposant une autre solution. Et puis, Slaanesh, voyant que cette solution peut être quand même une menace justement pour lui, et bien du coup va envoyer son assassin, le prince démon Elbane, pour la traquer. Il manque de la tuer une première fois, tac tac tac, il y a des alliés qui se rapprochent. On a vu quelques seigneurs phénix. Pour l'instant, malgré tout, dans ce combat final, il n'y a que Jenzar, les autres ne sont pas encore là, alors qu'on a vu qu'ils se battaient justement à côté. Et voilà, on arrive à la fin du fluff. Donc je vous avoue que quand je suis arrivé là, alors je vais passer comme ça aussi un petit peu le livre, comme ça vous permet de le voir, et je me suis dit, waouh, la déception, parce qu'ils nous ont teasé avec leurs vidéos, ça y est. Et en fait, le truc, c'est que, ayant connu Gathering Storm, et qui moi, me semble vraiment la pierre angulaire du nouveau fluff de Warhammer 40 000, et du coup, je me disais, bon, ok, ils vont continuer, ça y est, on avance dans le fluff. Et puis voilà. Ces 20 premières pages, combien de pages? Ouais, c'est 22 premières pages. Honnêtement, elle me laisse sur ma faim, parce que il y a rien en fait, il s'est rien passé, on n'a rien appris, on a appris des petits trucs, allez ok, mais c'est faible, vraiment pas grand chose. Donc voilà, donc bon après voilà, vous avez les améliorations pour les Eldari, etc. Je vais passer, mais heureusement, quand même, en arrivant sur la fin, on va quand même avoir un petit texte de fluff. Donc voilà, on avance un petit peu. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc heureusement, on a quand même pas mal de fluff là-dessus, sur justement les différents personnages. Mais bon, ça n'évolue pas. Par contre, quasiment à la fin, on a quand même
une dernière petite croquette avec un dernier petit passage de fluff. Donc voilà, heureusement, on s'arrête pas là-dessus, parce que là, je dois dire que si on s'était arrêté là-dessus, je serais vraiment resté vraiment sur ma faim et avec une vision assez négative, hein, justement, de toute la hype qu'on a pu avoir. Mais heureusement, on a quand même une avancée un tout petit peu avec ce fluff là. Et ce fluff là, ça va être quoi? Ça va être tout simplement ce combat final entre Yvraine et ses 4 amis contre Elbane. Alors ce combat final, comment il se passe? Vous allez voir, il se passe assez vite. Donc bien sûr quelques petits échanges. Ensuite on a le solitaire qui va essayer de porter une attaque décisive. Il utilise son baiser d'Arlequin. Manque de chance sur un démon majeur. Du coup toute la douleur en fait se transforme en plaisir. Et donc le solitaire est proprement découpé en deux. Ensuite Genzar essaye d'attaquer, mais elle est contrée et son corps a dû se briser, mais heureusement elle réussit à canaliser, grâce à ce que lui a appris Yvraine, en fait la force de toutes les âmes défuntes qui sont autour d'elle, parce que bien sûr il faut imaginer que tout autour vous avez un grand combat, et réussit du coup à supporter cette douleur et à revigorer, réparer son corps. Elle met aussi en difficulté ainsi le démon majeur, qui fait mine de reculer. À ce moment-là, le Visarque se dit tiens, c'est le moment, je vais essayer de l'achever. Il s'approche, mais malheureusement, c'était une feinte. Et c'est ainsi que Elbane attrape le Visarque et l'empale complètement. Donc, et pendant qu'elle voit le Visarque s'effondrer au sol, et bien du coup, un tentacule arrache la gorge. Ils aiment bien arracher la gorge, hein, vous vous rappelez, hein, c'est ce qu'on avait eu aussi pour Marnus Calgar. Donc là aussi c'est la même chose, la gorge arrachée, Yvraine s'effondre et voit simplement l'énergie d'Inid lui être arrachée par un horrible sortilège. Mais le monde exodite sur lequel ils se battent, en fait, ne désire pas la mort de la Dame des Ombres, et donc du coup canalise en fait toute l'énergie des âmes Eldar contenues dans le noyau de la planète, pour ce qui est un peu l'équivalent du circuit d'infinité, pour revigorer en fait Yvraine, qui du coup peut se relever et voit réapparaître l'Incarne à la place de justement l'endroit où le Visarque en fait tombe. Du coup l'Incarne ressort. Bon, l'Incarne aurait pu arriver un petit peu plus vite, je crois que ça aurait été un petit peu plus sympa. Donc l'Incarne, bien sûr, avec ses talents de demi-dieu d'avatar, hein, parce que c'est l'avatar d'Inid, et bien du coup réussit à faire presque jeu égal avec Elbane, et Elbane réussit malgré tout à le transpercer, et c'est là où on a le côté un petit peu ambivalent justement de l'Incarne, c'est que l'Incarne va en fait accepter cette... alors, ils disent qu'en fait qu'il accepte ce coup telle une offrande, et du coup, il prend en fait enfin, je vais vous le lire, ce sera plus sympa. Elbane contre-attaquait avec force et sa lance s'enfonça dans la poitrine de l'Incarne. Mais le rictus de l'avatar s'élargit. Il se saisit de la lance comme s'il s'agissait d'un cadeau et la maintient en place. Yvraine bondit, sa lame fendant le ventre du démon, et cependant que Genzar saillit son sternum. Un instant plus tard, les lames de Lilith s'enfonçaient dans les yeux de la créature. Et là, on a le démon qui se retrouve banni. Et là, Yvraine, bien sûr... alors, on est passé de... ils sont quasiment tous morts, hein, ça y est, ça se retourne. Retournement de situation, tels les plus beaux films d'Hollywood. Et donc, du coup, le démon va être banni. On sent toutes les forces démoniaques qui commencent à disparaître et à se dissiper. Et du coup, pour Yvraine, c'est le symbole fort de l'union des Eldar. C'est-à-dire que elle va pouvoir, à travers ce symbole, renforcer toute l'alliance fragile qu'elle est en train de créer entre les Azuriani, les Drukhari, le solitaire, enfin tout ce qui est les Arlequins et les Exodites aussi peut-être même, donc pour créer vraiment une force qui sera à même de lutter efficacement justement contre Slaanesh. Et contre toute attente, alors que justement tout le monde se félicitait que ça se passait bien, et bien simplement Elbane réapparaît en disant écoute ma petite Yvraine, je crois que tu t'es juste fait avoir, en fait c'était juste un mirage, c'était juste une mise en bouche pour te montrer un petit peu ma puissance, mais tu te battais simplement contre une illusion, donc tu as bien failli mourir, mais c'était qu'une illusion, et donc du coup ta victoire n'a servi à rien, et en fait toutes les âmes Eldar qui ont été données justement n'ont servi à rien, et ta victoire est vaine. Et c'est ainsi que du coup Yvraine commence à basculer un petit peu dans le côté amer des choses. Alors elle se démonte vite quand même, hein. J'avoue qu'elle se démonte vite, et du coup c'est pareil, tous les autres Eldari qui sont autour commencent du coup à se chamailler en disant bah non c'était de ta faute, etc. Les vieilles rancœurs réapparaissent, enfin ils changent vite d'avis hein, quand même, hein. C'est un petit peu facile, hein. Mais voilà, et donc du coup alors qu'on était sur une phase ascendante, on se retrouve sur le bord du précipice, évidemment. Et puis, à ce moment-là, le Visarque, qui a été ressuscité par la puissance, justement, d'Inid, encore une fois. Donc là, du coup,
aucun personnage n'est mort hein, au final, hein. Si ce n'est le solitaire peut-être lui n'a pas été, mais en même temps il n'était pas nommé, etc. Mais le Vizard qui était censé qui était censé avoir été tué, du coup renaît encore une fois avec la puissance d'Enid. Donc du coup c'est assez pratique, hein, parce que là on peut faire vraiment mourir des personnages, mais attention, on peut quand même les faire revenir, donc n'ayez crainte les amis, tout le monde va survivre, même le démon majeur au final, Elben qui va rester là. Et voilà, et on en arrive là, du coup Yvraine repart en quête, en se disant bon il faut quand même que je réussisse, je jure que je réussirai, quel qu'en soit le prix, à vaincre Slaanesh et à triompher à triompher de Slaanesh tout simplement. Et voilà, et là par contre il n'y a plus de page, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de petite enveloppe à l'intérieur de la couverture, il n'y a plus rien, et au final, eh ben on n'a pas avancé non plus mes amis en fait, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Combat, attention on est proche de la mort, et au final, bah non, retour à la case départ, et voilà. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai été déçu par tout ce côté fluff de l'éveil psychique, où du coup, ça avait été quand même bien monté, bien hypé, on voit justement cette inquisitrice, là, vous avez vu cette vidéo sur Warhammer Community, on voit cette inquisitrice comme ça qui se fait visiter justement par un Eldari, et puis on sent qu'il va se passer des choses, et on vous dit, là, c'est l'éveil psychique, attention, il va vraiment se passer des choses. Enfin, certains... Parmi nous, on imagine vraiment que ça peut être la fin des temps de Warhammer 40 000, le début. En tout cas, moi j'avais lu à l'époque les livres de la fin des temps de Warhammer, de Warhammer V8 du coup, qui du coup est devenu Age of Sigmar. Enfin, il se passait vraiment plus de choses et on était beaucoup plus proche de Gathering Storm. Là, avec l'éveil psychique, pour l'instant, on se rapproche beaucoup plus de Vigilus, où il se passe des choses, mais au final, pas tant que ça. On reste sur le statu quo, un petit peu comme ce qu'on a pu connaître avec les croisades noires d'Abaddon, etc. Après, ce livre-là, vous pouvez aussi l'acheter complètement pour les règles, en fait. C'est-à-dire, vous avez les Craftworld, les Drukhari, les Inari, donc mieux traités qu'à travers le White Dwarf. Et puis après, vous avez aussi des missions, hein. Moi, je sais que j'avais joué alors les 2 premiers tomes de Gathering Storm, j'avais essayé de faire toutes les missions, et c'était vraiment quelque chose de super, parce que faut pas oublier que dans 40 000, il y a aussi le jeu narratif, il n'y a pas que le jeu en mode tournoi optimisation, et franchement, on prend vraiment plaisir à se raconter des histoires, et à essayer de revivre un petit peu au final ce qui se passe dans le monde de 40 000. Voilà. Donc j'attends avec impatience le 2e tome, en espérant que le côté fluff là sera vraiment beaucoup plus dopé, avec une promesse tenue, hein, parce qu'on nous parle vraiment d'une avancée majeure dans le fluff, donc j'espère, tout simplement. Voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, mettez-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas, comme d'habitude, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine. À bientôt, salut!